Le 23 mars 1981, à 3h47 du matin, Marie-Claire Fontaine donnait naissance à un enfant à l'hôpital municipal de Dijon. Les malformations du nouveau-né étaient si graves que l'équipe médicale a immédiatement demandé des analyses génétiques approfondies. Ce qui a été découvert dans ces résultats a glacé le sang du docteur Henri Beaumont. Les marqueurs génétiques indiquaient une consanguinité directe entre les parents. En croisant les dossiers médicaux, la vérité est apparue comme un cauchemar. Marie-Claire et Antoine Laurent n'étaient pas simplement un couple. Ils étaient frères et sœurs. Ni l'un ni l'autre ne le savaient. Cette même nuit, après que le médecin leur ait révélé la vérité, le couple a disparu de l'hôpital sans laisser de traces, abandonnant leur enfant. Leurs corps n'ont été retrouvés que 18 ans plus tard, dans des circonstances qui ont obligé les enquêteurs à reconstituer une histoire d'amour devenue tragédie. Comment deux personnes peuvent-elles tomber amoureuses sans savoir qu'elles partagent les mêmes parents? Et qu'est-ce qui les a poussées à prendre une décision aussi radicale cette nuit-là? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l'année 1962. À cette époque, la France sortait à peine des bouleversements de la guerre d'Algérie, et de nombreuses familles traversaient des périodes difficiles. Dans une petite commune près de Beaune, en Côte d'Or, vivait la famille Gauthier. Marcel Gauthier travaillait dans les vignobles de la région, et sa femme, Simone, s'occupait de leurs 4 enfants dans des conditions précaires. Le salaire de Marcel suffisait à peine à nourrir la famille, et l'alcoolisme qui le rongeait aggravait leur situation financière déjà désastreuse. En juin 1962, Simone a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. C'était sa 5e et 6e grossesse, et son corps épuisé avait à peine survécu à l'accouchement. Les jumeaux sont nés prématurément, nécessitant des soins que la famille ne pouvait pas se permettre. Marcel, accablé par les dettes et incapable de gérer 6 bouches à nourrir, a pris une décision qui entrait plusieurs vies. Il a contacté l'orphelinat Sainte-Catherine à Dijon pour placer les jumeaux en adoption. Le 28 août 1962, les 2 bébés de 3 mois ont été confiés aux religieuses de l'orphelinat. Dans le registre, leurs noms ont été inscrits, Antoine et Marie-Claire Gauthier. À cette époque, les procédures d'adoption étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui. Les dossiers médicaux étaient souvent incomplets et la traçabilité des origines biologiques n'était pas une priorité. L'objectif principal était de placer rapidement les enfants dans des familles d'accueil pour alléger le fardeau des institutions. Antoine a été adopté en premier, en novembre 1962, par la famille Laurent. Gérard et Michel Laurent étaient un couple de la banlieue de Dijon qui ne pouvait pas avoir d'enfants biologiques. Gérard travaillait comme contremaître dans une usine de pièces automobiles et Michel était secrétaire dans une entreprise d'assurance. Ils ont immédiatement changé le nom de famille de l'enfant pour Laurent, comme c'était courant à l'époque, et le certificat de naissance original a été archivé dans les dossiers de l'orphelinat. Antoine a grandi sans jamais savoir qu'il avait été adopté. Ses parents adoptifs ont décidé de ne jamais lui révéler la vérité, considérant qu'il était mieux ainsi. Marie-Claire, quant à elle, est restée à l'orphelinat jusqu'en avril 1963. Elle a été adoptée par Jacqueline Fontaine, une femme célibataire de 38 ans qui travaillait comme infirmière à l'hôpital de Dijon. Jacqueline avait toujours voulu être mère, mais n'avait jamais trouvé de partenaire stable. Contrairement au Laurent, Jacqueline a été honnête avec Marie-Claire dès son plus jeune âge, lui expliquant qu'elle avait été adoptée. Cependant, elle ne connaissait aucun détail sur les parents biologiques, car les informations fournies par l'orphelinat étaient minimales, seulement que la mère était trop pauvre pour garder l'enfant. Les 2 enfants ont donc grandi à Dijon, à seulement quelques kilomètres l'un de l'autre, sans jamais se croiser pendant leur enfance. Antoine a fréquenté l'école primaire du quartier de Fontaine-Douche, dans un environnement ouvrier. Il était un garçon tranquille, un peu solitaire, qui aimait travailler de ses mains. Dès l'âge de 14 ans, il a commencé un apprentissage dans un garage automobile, montrant un talent naturel pour la mécanique.
Ses parents adoptifs étaient fiers de lui, même s'ils remarquaient parfois une certaine mélancolie dans ses yeux, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Marie-Claire, élevée dans le quartier de la Montagne Sainte-Anne, a grandi avec plus de ressources matérielles, mais aussi avec une profonde conscience de son statut d'adoptée. Jacqueline était une mère aimante, mais souvent absente à cause de ses horaires d'infirmière. Marie-Claire était une enfant sensible et réfléchie, qui passait beaucoup de temps à lire et à dessiner. Elle se demandait souvent qui étaient ses vrais parents et pourquoi ils l'avaient abandonnée. À 18 ans, elle a commencé à travailler comme vendeuse dans une boutique de vêtements du centre-ville, économisant pour peut-être un jour retrouver ses origines. L'histoire de Marie-Claire et Antoine a vraiment commencé en mai 1980. Ce printemps-là, Antoine, alors âgé de 17 ans, travaillait dans un garage automobile près de la place d'Arcy. Il avait développé une excellente réputation comme mécanicien, capable de diagnostiquer des problèmes que d'autres ne pouvaient pas identifier. Un après-midi du 9 mai, une jeune femme est entrée dans le garage avec une vieille Renault 5 qui refusait de démarrer. C'était Marie-Claire. Elle venait d'avoir 18 ans quelques semaines auparavant et avait acheté cette voiture d'occasion avec ses économies. Marie-Claire était frustrée parce que plusieurs garages lui avaient dit que le problème nécessiterait des réparations coûteuses. Antoine a examiné la voiture et a rapidement identifié un simple problème de connexion électrique. Il l'a réparé gratuitement, expliquant qu'il ne pouvait pas facturer quelque chose d'aussi simple. Marie-Claire a été touchée par cette gentillesse. Ils ont commencé à discuter et quelque chose d'inhabituel s'est produit. Tous deux ont ressenti une connexion immédiate, un sentiment de familiarité qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Antoine a remarqué qu'ils avaient la même nuance de cheveux châtains, les mêmes yeux noisettes. Marie-Claire a trouvé qu'Antoine avait un sourire qui lui rappelait son propre reflet dans le miroir. Mais ces similitudes n'ont éveillé aucun soupçon. Dijon comptait plus de 140 000 habitants à cette époque, et il n'était pas rare que des gens se ressemblent. Au cours des semaines suivantes, ils ont commencé à se fréquenter. Leurs rendez-vous étaient simples, des promenades dans le parc de la Colombière, des après-midi au cinéma Le Devosges, des dîners modestes dans de petits restaurants du quartier des Halles. Ils partageaient une complicité naturelle, finissant les phrases l'un de l'autre, riant au même moment. Leurs amis remarquaient qu'ils semblaient faits l'un pour l'autre. En juillet 1980, Antoine a présenté Marie-Claire à ses parents. Gérard et Michel Laurent ont immédiatement apprécié la jeune femme, la trouvant polie et travailleuse. De son côté, Jacqueline Fontaine était plus réservée lorsqu'elle a rencontré Antoine en août. Elle trouvait le jeune homme un peu trop sérieux pour son âge, mais elle a reconnu qu'il traitait sa fille avec respect et tendresse. Leur relation s'est approfondie rapidement. En octobre 1980, ils ont emménagé ensemble dans un petit appartement de 2 pièces rue Berbizet, dans le centre historique de Dijon. L'appartement était modeste, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, mais il le trouvait parfait. Antoine continuait à travailler au garage et Marie-Claire avait été promue à un poste de gérante adjointe dans la boutique où elle travaillait. En décembre 1980, Marie-Claire a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle les a à la fois effrayés et ravis. Ils n'étaient pas mariés, ce qui était encore mal vu dans certains milieux à cette époque, mais ils ont décidé de garder l'enfant et de se marier après la naissance. Leurs familles respectives ont réagi avec un mélange de surprise et de soutien. Jacqueline s'inquiétait que sa fille soit trop jeune, mais elle a promis d'être présente pour l'aider. Les Laurent, quant à eux, étaient enthousiastes à l'idée de devenir grands-parents. La grossesse s'est déroulée normalement pendant les premiers mois. Marie-Claire a continué à travailler jusqu'en février 1981, suivant régulièrement ses rendez-vous prénataux à l'hôpital municipal. Les échographies de l'époque étaient rudimentaires, comparées aux technologies actuelles, mais rien n'indiquait de problème majeur. Le docteur Paul Girard, qui suivait la grossesse, notait simplement que le fœtus semblait un peu petit pour l'âge gestationnel, mais cela n'était pas alarmant en soi. Le 22 mars 1981, vers 21h30, Marie-Claire a ressenti les premières contractions. Elle était à 37 semaines de grossesse.
légèrement prématuré, mais dans les limites acceptables. Antoine l'a immédiatement emmené à l'hôpital dans leur vieille Renault. Le trajet a duré 15 minutes, et Marie-Claire se souvient avoir serré la main d'Antoine, si fort que ses articulations étaient blanches. À l'hôpital, Marie-Claire a été admise en salle de travail vers 22 heures. Le travail a progressé lentement, mais régulièrement. Antoine est resté à ses côtés toute la nuit, lui tenant la main et lui murmurant des encouragements. Les sages-femmes changèrent de quart, et vers 2 heures du matin, le docteur Henri Beaumont est arrivé pour prendre en charge l'accouchement. Beaumont était un obstétricien expérimenté de 53 ans, connu pour son calme professionnel, même dans les situations difficiles. À 3h47 du matin, après plus de 6 heures de travail, le bébé est né. Le silence qui a suivi a immédiatement alerté Marie-Claire. Elle a demandé pourquoi son bébé ne pleurait pas. L'équipe médicale s'est activée rapidement autour du nouveau-né. Antoine a essayé de voir ce qui se passait, mais une infirmière l'a gentiment mais fermement écarté. Après quelques minutes qui ont semblé des heures, un faible cri s'est fait entendre. Le docteur Beaumont s'est approché du couple avec une expression grave. Il leur a expliqué que le bébé, un garçon, présentait plusieurs malformations congénitales. Les doigts de ses mains et de ses pieds étaient partiellement fusionnés, son palais était fendu, et il y avait des anomalies visibles au niveau de son crâne et de sa colonne vertébrale. L'enfant a été immédiatement transféré en néonatologie pour une évaluation complète et des soins intensifs. Marie-Claire était en état de choc. Antoine pleurait silencieusement, tenant la main de sa compagne. Le docteur Beaumont leur a dit qu'ils effectueraient des analyses génétiques approfondies pour comprendre la cause de ces malformations. Il a mentionné que parfois, ces anomalies étaient dues à des facteurs environnementaux, des infections pendant la grossesse ou des facteurs génétiques héréditaires. Marie-Claire a été transférée dans une chambre de récupération vers 5 heures du matin. Antoine est resté avec elle, tous deux épuisés et bouleversés. Jacqueline Fontaine et les Laurent sont arrivés à l'hôpital vers 8 heures du matin après avoir été contactés. Ils ont essayé d'apporter du réconfort, mais personne ne savait vraiment quoi dire. Le docteur Beaumont a demandé à Antoine et Marie-Claire de remplir des formulaires détaillés sur leurs antécédents médicaux familiaux. C'est à ce moment qu'une pièce du puzzle a commencé à se révéler. Marie-Claire a indiqué qu'elle avait été adoptée et ne connaissait rien de ses parents biologiques. Antoine, croyant être le fils biologique des Laurent, a fourni les antécédents médicaux de sa famille adoptive. Mais le docteur Beaumont, méthodique comme toujours, a demandé à Antoine s'il avait été adopté également, car certains de ses traits physiques et les malformations de l'enfant soulevaient des questions. Antoine, surpris par la question, a dit non. Mais Gérard Laurent, présent dans la chambre, est devenu pâle. Après un long silence inconfortable, il a finalement admis la vérité. Antoine avait été adopté, mais il ne lui avait jamais dit. Cette révélation a choqué Antoine profondément, mais sur le moment, il était trop préoccupé par l'état de son fils pour pleinement réaliser l'impact de cette information. Le docteur Beaumont a demandé si Antoine connaissait le nom de ses parents biologiques ou l'orphelinat d'où il venait. Gérard a fourni les informations qu'il avait conservées. Antoine venait de l'orphelinat Sainte-Catherine et avait été placé en adoption en novembre 1962. Ces informations ont été ajoutées au dossier médical. Dans l'après-midi du 23 mars, les résultats préliminaires des analyses génétiques sont arrivés. Ce que le laboratoire a découvert a horrifié le docteur Beaumont. Le coefficient de consanguinité était extrêmement élevé, indiquant une relation de premier degré entre les parents. En d'autres termes, les analyses suggéraient fortement que Marie-Claire et Antoine partageaient au moins un parent biologique commun, très probablement les deux. Le docteur Beaumont a immédiatement demandé une vérification urgente des dossiers d'adoption. Il a contacté l'orphelinat Sainte-Catherine, qui existait encore en 1981, bien qu'il soit en train de fermer progressivement ses portes. La sœur responsable des archives, sœur Marguerite, alors âgée de 68 ans, a cherché dans les vieux registres. Ce qu'elle a trouvé a confirmé les pires craintes. Marie-Claire Fontaine était née Marie-Claire Gauthier et Antoine Laurent était né Antoine Gauthier.
Ils étaient jumeaux, séparés à l'âge de 3 mois et adoptés par des familles différentes. Le docteur Beaumont s'est retrouvé face à un dilemme éthique terrible. Il devait informer le couple de cette vérité dévastatrice. Mais comment annoncer à 2 personnes amoureuses qu'elles sont frères et sœurs? Comment leur dire que leur relation, leur amour, leur vie commune étaient basées sur une ignorance tragique? Et surtout, comment leur expliquer que les malformations de leur enfant étaient la conséquence directe de cette consanguinité? Le 23 mars 1981, vers 18 heures, le docteur Beaumont a demandé à parler à Marie-Claire et Antoine en privé. Il a demandé aux autres membres de la famille de quitter la chambre. Ce qui s'est passé dans cette pièce pendant les 45 minutes suivantes, personne ne le sait exactement. Le docteur Beaumont a simplement témoigné plus tard qu'il leur avait révélé la vérité avec autant de compassion que possible, mais qu'il n'existait aucune façon douce d'annoncer une telle nouvelle. Les infirmières de garde ont rapporté avoir entendu des cris venant de la chambre, puis des sanglots. Une infirmière a déclaré avoir vu Marie-Claire vomir dans les toilettes de sa chambre. Antoine a été vu assis par terre dans le couloir, le visage entre les mains, complètement immobile. Le docteur Beaumont est sorti de la chambre visiblement ébranlé, demandant qu'on laisse le couple seul pour le moment, mais qu'on les surveille discrètement. Vers 20 heures, une infirmière a apporté le dîner à Marie-Claire. Elle a trouvé le couple assis côte à côte sur le lit, se tenant la main, regardant dans le vide. Ils n'ont pas touché à la nourriture. À 22h30, lors du passage de nuit, l'infirmière a noté que Marie-Claire dormait et qu'Antoine était allongé à côté d'elle, les yeux ouverts, fixant le plafond. À 2 heures du matin, le 24 mars, une aide-soignante a remarqué que la chambre était vide. Le lit était fait de façon approximative, comme pour donner l'impression que quelqu'un y dormait encore. Les vêtements personnels de Marie-Claire avaient disparu, ainsi que le sac d'Antoine. Une fenêtre de la salle de bain était ouverte, donnant sur une issue de secours. Ils avaient quitté l'hôpital sans être vus. L'alerte a été donnée immédiatement. Le personnel hospitalier a fouillé tout l'établissement, pensant d'abord qu'ils étaient peut-être allés voir leur enfant en néonatologie. Mais le bébé était seul dans son incubateur, surveillé par les machines. À 3 heures du matin, l'hôpital a contacté la police de Dijon pour signaler la disparition de 2 patients, dont une jeune mère qui venait d'accoucher et qui était potentiellement en état de choc psychologique. L'inspecteur Claude Mercier a été assigné au cas. C'était un homme de 42 ans, méthodique et patient, qui travaillait à la brigade criminelle de Dijon depuis 15 ans. Quand il a appris les circonstances du cas, il a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple fugue ordinaire. Le docteur Beaumont lui a expliqué toute la situation, y compris la révélation sur le lien de parenté. Mercier a compris qu'il cherchait 2 personnes désespérées, potentiellement suicidaires. Les familles ont été contactées immédiatement. Jacqueline Fontaine et les Laurent sont arrivés à l'hôpital en pleine nuit, paniqués. Aucun d'eux ne savait où le couple aurait pu aller. Leur appartement rue Berbisey a été vérifié vers 5 heures du matin, mais il était vide. Rien n'avait été emporté, à part quelques vêtements que Marie-Claire portait probablement lors de son admission à l'hôpital. La Renault 5 du couple était toujours garée dans le parking de l'hôpital. L'inspecteur Mercier a organisé des recherches dans tous les endroits significatifs pour le couple. Le garage où Antoine travaillait, la boutique de Marie-Claire, le parc de la Colombière où ils avaient l'habitude de se promener. Des avis de recherche ont été diffusés dans toute la région Bourgogne. Les jours suivant la disparition ont été un cauchemar pour les familles. Le bébé, qui n'avait même pas encore reçu de prénom officiel, luttait pour sa survie en néonatologie. Les malformations étaient graves, mais pas immédiatement mortelles. Il aurait besoin de plusieurs chirurgies et de soins constants tout au long de sa vie. La question de sa garde se posait déjà. Qui s'occuperait de cet enfant si ses parents n'étaient jamais retrouvés? Jacqueline Fontaine était dévastée. Non seulement sa fille avait disparu, mais elle apprenait maintenant que Marie-Claire avait vécu une relation incestueuse sans le savoir. Jacqueline se reprochait de ne pas avoir cherché plus d'informations sur les origines de sa fille adoptive.
Si elle avait su, si l'orphelinat avait mieux tenu ses registres, si le système d'adoption avait été plus rigoureux, rien de tout cela ne serait arrivé. Gérard et Michel Laurent vivaient leur propre culpabilité. Ils avaient caché à Antoine qu'il était adopté, pensant le protéger. Maintenant, ce secret avait contribué à cette tragédie. Gérard s'est mis à boire davantage, incapable de gérer le poids de ses remords. Michel a développé une insomnie chronique, passant ses nuits à regarder par la fenêtre, espérant voir Antoine rentrer à la maison. L'enquête de l'inspecteur Mercier s'est étendue sur plusieurs semaines. Il a interrogé tous les amis, collègues et connaissances du couple. Tout le monde décrivait Marie-Claire et Antoine comme un couple normal, amoureux, sans problèmes apparents. Personne n'avait remarqué leur ressemblance physique comme quelque chose d'inhabituel. L'un de leurs voisins a déclaré qu'il les trouvait même mignons, parce qu'ils se ressemblaient un peu, comme les couples qui finissent par se ressembler avec le temps. Les recherches se sont concentrées sur plusieurs hypothèses. La première était le suicide conjoint. Mercier a fait draguer plusieurs plans d'eau autour de Dijon, le lac Kyr, les canaux, la rivière Ouche. Rien n'a été trouvé. Les voies ferrées ont été inspectées. Les zones forestières autour de la ville ont été fouillées avec des chiens. Toujours rien. La deuxième hypothèse était qu'ils avaient fui pour recommencer ailleurs. Mais sans argent et sans moyens de transport, cela semblait peu probable. Leur compte bancaire commun n'avait pas été touché. Aucun retrait n'avait été effectué depuis le 22 mars. Ils n'avaient pas de famille ailleurs en France, pas de connexion qui aurait pu les aider à disparaître. Une troisième possibilité plus sombre était qu'ils aient été victimes d'un crime. Peut-être que quelqu'un avait découvert leur secret et les avait agressés. Mais il n'y avait aucune preuve de violence, aucun témoin, aucun mobile apparent. Au fil des semaines, l'histoire a filtré dans la presse locale. Les journaux de Dijon ont publié des articles sur le couple disparu après la naissance d'un enfant mal formé. Au début, la dimension incestueuse n'était pas connue du public, mais les rumeurs ont commencé à circuler. En mai 1981, un journaliste a réussi à obtenir des informations sur la véritable nature de leur relation, et l'histoire est devenue un scandale national. Les titres étaient sensationnalistes. Jumeaux séparés tombent amoureux sans le savoir. La tragédie de l'inceste involontaire à Dijon. L'affaire a déclenché un débat national sur les pratiques d'adoption et la nécessité de meilleures bases de données pour éviter de telles situations. Des psychologues et des généticiens ont été interviewés, expliquant le concept d'attraction génétique sexuelle, un phénomène rare mais documenté où des proches parents séparés à la naissance ressentent une forte attraction mutuelle lorsqu'ils se rencontrent à l'âge adulte. Pour les familles, cette médiatisation a été une torture supplémentaire. Elles ont été harcelées par les journalistes, jugées par le public. Certains accusaient les parents adoptifs d'avoir caché la vérité. D'autres blâmaient l'orphelinat pour sa négligence dans la tenue des registres. Jacqueline a dû déménager temporairement chez une sœur à Lyon pour échapper à l'attention médiatique. L'enfant, finalement prénommé Marc par décision administrative, car il fallait bien lui donner un nom, a survécu contre toute attente. Après 3 mois en néonatologie et plusieurs interventions chirurgicales, il a été placé temporairement dans une institution spécialisée pour enfants, nécessitant des soins médicaux constants. Ni Jacqueline, ni les Laurent n'ont eu la force de demander sa garde. Ils visitaient l'enfant régulièrement, mais le voir leur rappelait trop douloureusement Marie-Claire et Antoine. Au bout de 6 mois sans aucune piste nouvelle, l'enquête active a été suspendue. Le dossier est resté ouvert, classé comme disparition inexpliquée. L'inspecteur Mercier n'a jamais abandonné complètement. Il revenait périodiquement sur le cas, relisant ses notes, cherchant ce qu'il aurait pu manquer. Il était convaincu qu'ils étaient morts, probablement peu de temps après leur départ de l'hôpital, mais où et comment restait un mystère. Les années ont passé lentement pour ceux qui restaient. Jacqueline Fontaine a pris sa retraite anticipée en 1985, incapable de continuer à travailler comme infirmière. Chaque nouveau-né qu'elle voyait lui rappelait sa fille et le petit-fils qu'elle ne pouvait pas élever.
Elle a développé une dépression chronique, traitée avec des médicaments et une thérapie qui l'aidait à peine. Gérard Laurent est décédé en 1987 d'une cirrhose du foie, conséquence directe de son alcoolisme aggravé par la culpabilité. Michel est restée seule dans leur maison, transformée en fantôme d'elle-même. Elle gardait la chambre d'Antoine exactement comme il l'avait laissée le jour où il était parti vivre avec Marie-Claire. Marc a grandi dans différentes institutions. Sa vie a été marquée par des dizaines de chirurgies reconstructrices. Les médecins ont réussi à séparer partiellement ses doigts, à réparer son palais fendu, à corriger certaines des déformations de son crâne. Il ne serait jamais complètement normal physiquement, mais il a appris à vivre avec ses différences. Il était un enfant intelligent, sensible, conscient dès son plus jeune âge qu'il était différent et que son histoire était tragique. À Dijon, le cas de Marie-Claire et Antoine est devenu une légende urbaine locale. Les gens parlaient du couple maudit qui avait disparu après avoir découvert qu'ils étaient frères et sœurs. Certains prétendaient les avoir vus dans des endroits impossibles. Une femme a juré avoir vu Marie-Claire à Paris en 1983. Un homme a affirmé avoir parlé à Antoine dans un bar à Marseille en 1985. Toutes ces pistes se sont révélées être des cas d'identité erronée ou des affabulations. Sœur Marguerite, la religieuse qui avait trouvé les dossiers d'adoption, n'a jamais pu se pardonner. Elle a passé ses dernières années à l'orphelinat, qui a finalement fermé en 1988, à prier pour le repos de l'âme de Marie-Claire et Antoine, bien qu'on ne sache pas s'ils étaient morts ou vivants. Avant de mourir en 1989, elle a confié à une autre sœur qu'elle croyait que le couple s'était suicidé quelque part où il ne serait jamais trouvé, préférant disparaître que d'affronter la réalité de ce qu'ils avaient fait sans le savoir. Le docteur Henri Beaumont a continué sa carrière d'obstétricien, mais l'affaire l'a profondément marqué. Il a témoigné devant plusieurs commissions médicales sur la nécessité d'améliorer les dossiers médicaux et les registres d'adoption. Il a contribué à des réformes qui ont rendu obligatoire la conservation de meilleures traces des origines biologiques des enfants adoptés. Mais il n'a jamais oublié le regard dans les yeux de Marie-Claire et Antoine quand il leur a révélé la vérité. Ce regard le hantait encore des années plus tard. L'inspecteur Mercier a pris sa retraite en 1995, après 30 ans de service. Le cas Fontaine-Laurent était le seul qu'il n'avait jamais résolu. Il gardait une copie du dossier chez lui, y repensant parfois tard le soir. Il avait développé sa propre théorie. Il pensait qu'ils étaient repartis dans les vignobles, autour de Beaune, la région d'origine de leur famille biologique. Peut-être avaient-ils voulu retourner à leurs racines d'une certaine façon. Mais il n'avait aucune preuve pour étayer cette intuition. En juillet 1999, 18 ans après la disparition, un événement inattendu a rouvert le cas. La région de Côte-d'Or connaissait une période de développement immobilier intense. D'anciens terrains agricoles étaient rachetés pour construire de nouveaux lotissements résidentiels. Une société de construction, Bourgogne Habitat, avait acquis plusieurs hectares près du village de Savigny-les-Beaunes, à environ 40 km au sud de Dijon. Le terrain en question était une ancienne propriété viticole abandonnée depuis les années 1960. La famille qui possédait la terre avait quitté la région après que les vignes aient été détruites par le phylloxéra et d'autres maladies. La maison principale était en ruine, envahie par la végétation. Il y avait aussi plusieurs dépendances. D'anciennes caves à vin creusées dans la colline, un hangar d'outils et une petite chapelle familiale qui datait du XIXe siècle. Le 14 juillet 1999, une équipe de démolition est arrivée sur le site pour commencer à préparer le terrain. Le contremaître Didier Arnaud, un homme de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans la construction, a d'abord envoyé son équipe inspecter toutes les structures pour s'assurer qu'elles étaient vides et sûres à démolir. 2 ouvriers, Patrick Lemoine et Xavier Costa, ont été chargés d'inspecter la chapelle. La petite structure en pierre était verrouillée par une vieille porte en bois pourri qui a cédé facilement quand ils l'ont poussée.
À l'intérieur, la chapelle était dans un état de délabrement avancé. Le toit avait partiellement effondré, laissant entrer la lumière et la pluie. Des plantes grimpantes envahissaient l'intérieur, couvrant les murs et l'ancien autel. Patrick est entré en premier, utilisant une torche électrique pour voir dans la pénombre. Il a balayé la pièce avec le faisceau lumineux, notant les débris et les gravats. Puis son regard s'est arrêté sur quelque chose près de l'autel. Au début, il a pensé que c'était des vêtements abandonnés, mais en s'approchant, il a réalisé avec horreur ce qu'il voyait vraiment. 2 squelettes humains gisaient côte à côte devant l'autel, se tenant la main. Les corps étaient dans un état de décomposition avancé après 18 ans, réduits principalement aux os et à quelques lambeaux de vêtements. Patrick a immédiatement reculé et appelé Xavier qui a confirmé ce qu'il voyait. Ils ont quitté la chapelle sans toucher à rien et ont alerté Didier Arnaud. Arnaud a contacté la gendarmerie de Beaune à 11h23 ce matin-là. Une équipe est arrivée sur les lieux en moins de 30 minutes. Le capitaine François Duval de la gendarmerie a sécurisé le site et appelé des renforts, y compris une équipe médico-légale de Dijon. La chapelle a été établie comme scène de crime potentiel, bien que l'état des corps suggère qu'ils étaient là depuis très longtemps. L'équipe médico-légale, dirigée par le docteur Sophie Renard, une anthropologue judiciaire de 38 ans, est arrivée vers 14 heures. Elle a commencé une inspection minutieuse de la scène. Les squelettes étaient positionnés de manière délibérée, allongés sur le dos, les mains jointes entre eux. À côté des corps se trouvaient plusieurs éléments qui ont immédiatement attiré l'attention. Il y avait une bouteille vide qui avait autrefois contenu du vin, maintenant couverte de poussière et de toiles d'araignée. À côté se trouvait un flacon de médicaments vide. Le docteur Renard a pu lire l'étiquette décolorée. Il s'agissait de barbiturique, un somnifère puissant qui était couramment prescrit dans les années 1980, mais qui est devenu beaucoup plus contrôlé par la suite en raison de son potentiel létal en surdose. Le plus troublant était une lettre, protégée par un sac plastique qui l'avait partiellement préservée de l'humidité. L'encre était pâlie, mais encore lisible. Le capitaine Duval a soigneusement ouvert le sac et a lu la lettre. Son contenu était déchirant. C'était une note d'adieu, écrite de la main de Marie-Claire, datée du 24 mars 1981. Les vêtements décomposés correspondaient à ce qu'on attendrait de quelqu'un venant de quitter un hôpital. Marie-Claire portait encore une chemise d'hôpital, sous un manteau, et Antoine avait un jean et une veste. Dans les poches d'Antoine, on a trouvé son portefeuille, encore identifiable malgré les dommages causés par le temps. Son permis de conduire y était, avec son nom et sa photo. L'identification préliminaire des corps a été rapide grâce au portefeuille, mais elle devait être confirmée par des analyses plus approfondies. Le capitaine Duval a contacté la police de Dijon, demandant si le nom Antoine Laurent correspondait à des personnes disparues dans leur base de données. C'est ainsi que le lien avec le cas de 1981 a été fait. L'inspecteur Mercier, maintenant retraité et âgé de 60 ans, a été contacté chez lui le soir même. Quand il a appris la découverte, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a demandé s'il pouvait venir sur le site le lendemain. Le capitaine Duval a accepté, reconnaissant que Mercier méritait de voir la fin de son enquête la plus frustrante. Le 15 juillet 1999, Mercier s'est rendu à Savigny-les-Beaunes. C'était une journée chaude d'été, le soleil brillant sur les vignobles environnants. Quand il est entré dans la chapelle, maintenant bien éclairée par des projecteurs installés par l'équipe médico-légale, il a regardé les squelettes pendant plusieurs minutes, sans dire un mot. Finalement, il a murmuré « Je savais qu'ils étaient morts, je le savais ». Le docteur Renard a expliqué à Mercier ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent. L'analyse préliminaire suggérait que les 2 personnes étaient mortes simultanément, très probablement d'une overdose de barbiturique mélangée avec de l'alcool, une méthode de suicide malheureusement efficace. Il n'y avait aucun signe de violence ou de lutte. Tout indiquait un suicide conjoint, planifié et exécuté calmement. La lettre d'adieu a été transférée à un laboratoire pour une analyse plus approfondie et une tentative de restauration complète du texte. Les parties lisibles étaient bouleversantes.
Marie-Claire écrivait sur l'impossibilité de continuer à vivre avec la connaissance de ce qu'ils avaient fait, même involontairement. Elle mentionnait leur enfant et exprimait l'espoir qu'il aurait une meilleure vie sans eux. Elle parlait de leur amour, qui était réel, mais qui était maintenant souillé par une vérité qu'ils ne pouvaient pas accepter. Les familles ont été informées dans les jours suivants. Jacqueline Fontaine, maintenant âgé de 76 ans et vivant dans une maison de retraite à Lyon, a reçu la nouvelle avec un mélange de soulagement et de nouvelles douleurs. Au moins, elle savait maintenant. Sa fille n'avait pas souffert pendant 18 ans quelque part. Elle était morte rapidement, selon ses propres termes. Mais cette certitude n'apportait pas vraiment de réconfort. Michel Laurent, âgé de 73 ans, a appris la nouvelle dans sa maison de Dijon. Elle a pleuré. Pas de nouvelles larmes, car elle n'en avait plus depuis longtemps, mais avec des sanglots secs et douloureux. Une partie d'elle avait gardé l'espoir absurde qu'Antoine était vivant quelque part, qu'il reviendrait un jour. Maintenant, cet espoir était définitivement mort. Marc, le fils de Marie-Claire et Antoine, avait maintenant 18 ans. Il vivait dans un foyer pour jeunes adultes handicapés à Dijon, travaillant dans un atelier protégé. Malgré toutes ces chirurgies, il portait encore les marques visibles de ses malformations congénitales. Quand on lui a appris que les corps de ses parents avaient été retrouvés, il a demandé à lire la lettre d'adieu. Les autorités ont d'abord hésité, mais le psychologue qui suivait Marc depuis des années a argumenté qu'il avait le droit de connaître la vérité complète. Marc avait grandi en sachant son histoire, ou du moins la version que les adultes autour de lui avaient jugé appropriée de lui raconter. Il savait que ses parents étaient frères et sœurs sans le savoir, et que cette consanguinité avait causé ses propres problèmes de santé. Quand Marc a lu la lettre de sa mère, quelque chose en lui s'est brisé et s'est réparé en même temps. Et il a compris que ses parents l'avaient aimé, même dans ses derniers moments terribles. Marie-Claire avait écrit qu'il ne l'abandonnait pas par manque d'amour, mais parce qu'il croyait sincèrement qu'il méritait mieux que des parents détruits par leur propre existence. C'était une logique tordue par le désespoir, mais c'était leur vérité. L'analyse médico-légale complète a pris plusieurs semaines. Le docteur Renard et son équipe ont reconstitué autant d'informations que possible à partir des restes squelettiques. Les tests ADN ont confirmé que les corps étaient bien ceux de Marie-Claire Fontaine et Antoine Laurent. De plus, les tests ont confirmé la relation de parenté. Ils étaient effectivement des jumeaux fraternes. L'analyse toxicologique, bien que limitée après tant d'années, a détecté des traces de barbiturique dans les os, cohérentes avec une dose massive. Le docteur Renard a estimé que la mort était survenue probablement entre quelques heures et 2 jours après leur départ de l'hôpital. Ils avaient ingéré les médicaments, s'étaient allongés ensemble dans cette chapelle abandonnée et s'étaient endormis pour ne jamais se réveiller. La question restait: comment avaient-ils trouvé cet endroit? Et d'où venaient les barbituriques? L'équipe d'investigation a commencé à reconstituer leurs derniers mouvements. Ils ont quitté l'hôpital vers 2 heures du matin le 24 mars. Savigny-les-Beaunes était à environ 40 kilomètres. Sans voiture, comment était-il arrivé là-bas? Mercier, travaillant maintenant officieusement avec le capitaine Duval, a suggéré de vérifier les anciens registres de taxi et les horaires de bus de l'époque. C'était un travail minutieux, fouillant dans des archives poussiéreuses. Finalement, ils ont trouvé un rapport de taxi daté du 24 mars 1981. Un chauffeur nommé Gilbert Roussel, maintenant décédé, avait noté une course inhabituelle cette nuit-là. Il avait pris 2 jeunes gens devant la gare de Dijon à 3 heures du matin et les avait conduits à Savigny-les-Beaunes. Le fils de Gilbert Roussel, contacté par la police, se souvenait que son père avait mentionné cette course étrange. Le couple était silencieux pendant tout le trajet, se tenant la main. La jeune femme pleurait doucement. Quand Gilbert avait demandé où exactement il voulait aller à Savigny-les-Beaunes, l'homme avait donné une adresse précise, l'ancienne propriété viticole. Gilbert avait trouvé cela étrange, mais les clients payaient bien, alors il n'avait pas posé de questions. La question suivante était: pourquoi cet endroit précis? Mercier a creusé plus profondément dans les origines de la famille biologique.
Il a retrouvé les archives concernant Marcel et Simone Gauthier, les parents biologiques de Marie-Claire et Antoine. En 1962, Marcel travaillait dans les vignobles de la région de Beaune. Plus précisément, il avait travaillé dans cette même propriété viticole avant qu'elle ne soit abandonnée. Marcel Gauthier était décédé en 1970 d'une crise cardiaque et Simone était morte en 1975 d'un cancer. Leurs 4 autres enfants avaient été dispersés dans différentes régions de France après avoir été placés dans des familles d'accueil. Aucun d'eux ne savait qu'ils avaient eu des frères et sœurs jumeaux donnés en adoption. Mais comment Marie-Claire et Antoine avaient-ils su pour cet endroit? La réponse est venue de sœur Marguerite, ou plutôt de ses notes personnelles. Avant de mourir en 1989, elle avait laissé un journal détaillé de ses années à l'orphelinat. Ce journal a été conservé dans les archives de l'ordre religieux. Quand les enquêteurs l'ont consulté en août 1999, ils ont découvert une entrée datée du 28 août 1962. Dans cette entrée, sœur Marguerite notait l'arrivée des jumeaux Gauthier. Elle avait écrit une description détaillée, fournie par le père, Marcel Gauthier, qui avait mentionné où il travaillait et vivait. Il avait même parlé de la petite chapelle sur la propriété, où il priait parfois pour demander à Dieu de l'aider à nourrir sa famille. Ces informations, jugées non pertinentes à l'époque pour le processus d'adoption, étaient restées dans le registre original de l'orphelinat. Le docteur Beaumont, quand il avait contacté sœur Marguerite le 23 mars 1981 pour vérifier les dossiers, lui avait demandé de faxer tous les documents concernant Marie-Claire et Antoine. Ces documents incluaient les notes originales avec tous ces détails. Beaumont avait probablement montré ces documents à Marie-Claire et Antoine quand il leur avait révélé la vérité, pensant que connaître leurs origines pourrait les aider d'une certaine manière. Au lieu de cela, ces informations avaient fourni au couple désespéré un lieu où aller, un endroit lié à leurs racines biologiques, un lieu sacré où mettre fin à leur vie. C'était une tragique ironie. Les mêmes informations destinées à les aider les avaient guidés vers leur mort. Restait la question des barbituriques. Comment s'était-il procuré une dose létale de médicaments en pleine nuit? L'investigation a révélé une piste inattendue. Jacqueline Fontaine, l'infirmière, la mère adoptive de Marie-Claire, avait accès à la pharmacie de l'hôpital où elle travaillait. En 1981, les contrôles sur les médicaments étaient beaucoup moins stricts qu'aujourd'hui. Quand les enquêteurs ont interrogé Jacqueline à ce sujet en août 1999, elle a d'abord nié, puis s'est effondrée en larmes. Elle a admis que Marie-Claire l'avait appelée depuis une cabine téléphonique près de la gare de Dijon vers 2h30 du matin le 24 mars. Marie-Claire avait supplié sa mère de la rencontrer, disant qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle souffrait terriblement et avait besoin de quelque chose pour dormir. Jacqueline, bouleversée et ne sachant pas quoi faire d'autre, avait accepté. Elle les avait rencontrés brièvement près de la gare à 2h45. Marie-Claire était dans un état de détresse extrême, presque catatonique. Antoine était légèrement plus composé mais visiblement dévasté. Jacqueline leur avait donné un flacon de barbiturique qu'elle avait pris à l'hôpital, pensant sincèrement que c'était juste pour les aider à dormir quelques nuits. Elle avait demandé à Marie-Claire de rentrer à la maison avec elle, d'affronter la situation ensemble. Mais Marie-Claire avait refusé, disant qu'elle devait d'abord réfléchir, qu'elle avait besoin de temps. Antoine avait promis à Jacqueline qu'il reviendrait le lendemain pour parler. Jacqueline, épuisée et en état de choc elle-même, les avait laissés partir. Elle ne les avait plus jamais revus. Pendant 18 ans, Jacqueline avait vécu avec ce secret terrible. Elle se demandait si les médicaments qu'elle leur avait donnés avaient joué un rôle dans leur disparition, mais elle n'osait pas en parler, de peur des conséquences légales et de la culpabilité écrasante. Maintenant, la vérité était enfin révélée. Techniquement, elle avait fourni les moyens de leur suicide, mais aucune poursuite n'a été engagée. Jacqueline était une vieille femme brisée qui avait déjà payé un prix terrible pour sa décision cette nuit-là. En septembre 1999, le laboratoire a finalement réussi à restaurer et à traduire la lettre complète de Marie-Claire.
Le document a été partagé avec les familles et est devenu une pièce officielle du dossier. Son contenu était déchirant et offrait une fenêtre rare dans l'esprit de deux personnes, au moment le plus sombre de leur vie. La lettre commençait ainsi: « À ceux qui trouveront ceci, et à notre fils, si un jour, il peut comprendre. » Marie-Claire écrivait avec une écriture tremblante, mais lisible. Elle expliquait qu'elle et Antoine avaient passé les dernières heures dans la chambre d'hôpital à parler de ce qu'ils devaient faire. Ils avaient envisagé toutes les options possibles. Ils pourraient rester ensemble et prétendre que rien n'avait changé. Mais comment vivre avec cette connaissance? Comment se regarder chaque matin en sachant qu'ils étaient frères et sœurs? Comment continuer à s'aimer quand cet amour était maintenant considéré comme une abomination par la société et par eux-mêmes? Marie-Claire écrivait « Notre amour était pur quand nous ne savions pas. Maintenant, il est souillé par une vérité que nous ne pouvons pas effacer. » Ils pourraient se séparer, mais l'idée leur était insupportable. Leur connexion était profonde, bien au-delà du simple amour romantique. Ils se comprenaient d'une manière que personne d'autre ne comprenait. Maintenant, ils savaient pourquoi. Ils avaient partagé le même ventre, les mêmes gènes, les mêmes premières semaines de vie. Se séparer serait comme s'arracher une partie d'eux-mêmes. Ils pourraient élever leur enfant ensemble, mais comment expliquer la situation à un enfant? Comment lui dire « Nous sommes tes parents, mais nous sommes aussi frères et sœurs, et tu es né avec des problèmes de santé à cause de cela. » Quel genre de vie ce serait pour lui? Et que penseraient tes gens? L'enfant serait stigmatisé tout comme eux. Marie-Claire écrivait « Notre fils mérite mieux que des parents qui sont le sujet de scandales et de dégoûts partout où ils vont. » Dans la lettre, Marie-Claire exprimait aussi leur désespoir face au jugement de la société. Ils avaient entendu les chuchotements dans l'hôpital, vu les regards des infirmières. Ils savaient que l'histoire se répandrait, que leur vie deviendrait un cirque médiatique. Antoine ne voulait pas que sa mère adoptive, Michel, souffre davantage à cause de leur situation. Marie-Claire ne voulait pas que Jacqueline porte le poids de cette honte. La partie la plus troublante de la lettre concernait leur tentative de rationaliser ce qui leur était arrivé. Antoine, selon Marie-Claire, croyait que c'était une sorte de punition divine. Peut-être que dans une vie antérieure, ils avaient commis un péché terrible, et maintenant, ils payaient le prix. Marie-Claire, plus pragmatique, blâmait le système d'adoption défaillant, l'orphelinat qui n'avait pas gardé de meilleurs registres, leurs parents adoptifs qui leur avaient caché la vérité ou ne la connaissaient pas eux-mêmes. Mais au final, peu importait qui ou quoi blâmer. La réalité restait inchangée. Ils étaient frères et sœurs. Ils avaient eu un enfant ensemble, et ils ne pouvaient pas vivre avec cette vérité. Marie-Claire écrivait « Nous avons choisi de partir ensemble, comme nous avons vécu ensemble ces derniers mois. Notre amour était réel, même s'il était interdit à notre insu. Peut-être que dans un autre monde, dans une autre vie, nous aurions pu être simplement deux personnes qui s'aiment, mais pas dans celui-ci. » La lettre se terminait par des excuses. Des excuses à leur fils pour l'avoir laissé, pour ne pas être assez fort pour affronter la situation. Des excuses à leur famille pour la douleur qu'ils allaient causer. Des excuses l'un envers l'autre pour ne pas avoir de meilleures solutions. Et finalement une demande qu'on les laisse reposer ensemble, car même dans la mort, ils ne voulaient pas être séparés à nouveau. Marc, quand il a lu cette lettre complète, a pleuré pour la première fois depuis des années. Il a pleuré pour les parents qu'il n'avait jamais connus, pour l'amour tragique qu'ils avaient partagé, pour les circonstances cruelles qui les avaient détruits. Mais il a aussi ressenti quelque chose d'autre, une forme de compréhension. Ses parents ne l'avaient pas abandonné par manque d'amour, mais parce qu'ils étaient trop brisés pour être les parents qu'ils méritaient. L'inspecteur Mercier, en lisant la lettre dans le bureau du capitaine Duval, a fermé les yeux et a respiré profondément. Après 18 ans, il avait enfin toutes les réponses. Il n'y avait pas eu de crime, pas de mystère sombre. Juste une tragédie humaine, une convergence cruelle de circonstances qui avait détruit 3 vies, ou peut-être 4 si on comptait l'enfant qui grandirait toujours avec cette histoire pesant sur lui. Le docteur Beaumont, maintenant âgé de 71 ans et semi-retraité, a été informé de la découverte. Il a demandé à voir la lettre.
Après l'avoir lu, il est resté assis dans son bureau pendant plus d'une heure, ne disant rien. Sa secrétaire l'a trouvé ainsi, les yeux rouges, tenant la copie de la lettre. Il lui a dit qu'il avait espéré pendant 18 ans qu'il s'était enfui quelque part pour recommencer une nouvelle vie. Apprendre qu'il s'était suicidé si rapidement, en partie à cause de la vérité qu'il leur avait révélée, était une pilule amère à avaler. Mais Beaumont savait aussi qu'il n'avait pas eu le choix. Cacher la vérité aurait été médicalement et éthiquement répréhensible. Il méritait de savoir. Le fait qu'il n'ait pas pu supporter cette connaissance était tragique, mais ce n'était pas sa faute. C'était la faute d'un système qui avait échoué à les protéger depuis le début, depuis le moment où ils avaient été séparés en 1962. Les funérailles de Marie-Claire Fontaine et Antoine Laurent ont eu lieu le 15 septembre 1999 à Dijon, 18 ans après leur mort. Les corps ont été enterrés ensemble dans le cimetière des Péjos, dans une tombe double comme Marie-Claire l'avait demandé dans sa lettre. L'inscription sur la pierre tombale était simple. Marie-Claire et Antoine réunis dans la mort comme ils l'ont été dans la vie. 1962-1981. La cérémonie était privée, assistée seulement par quelques proches. Jacqueline Fontaine était là, dans un fauteuil roulant, son corps affaibli par l'âge et le chagrin. Michel Laurent était présente aussi, appuyée sur sa canne, les yeux secs car elle avait déjà pleuré toutes ses larmes. Marc était là également, un jeune homme de 18 ans au visage marqué, mais aux yeux déterminés. C'était la première fois qu'il voyait les cercueils de ses parents, les premières vraies funérailles qu'il pouvait leur offrir. Le prêtre qui officiait la cérémonie, le père Jean Martineau, connaissait toute l'histoire. Il avait choisi ses mots avec soin. Il a parlé de la tragédie, de l'amour malgré les circonstances impossibles, et du pardon. Il a dit que Dieu comprenait que Marie-Claire et Antoine avaient agi sans connaissance de leur lien, et que leur amour, bien que tragiquement illégitime, était né d'une ignorance innocente. Il a prié pour leurs âmes et pour la paix de ceux qui restaient. Marc a déposé une rose blanche sur chaque cercueil. C'était un geste simple mais chargé de signification. Il pardonnait à ses parents. Il comprenait maintenant qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient être le mieux, même si ce choix l'avait laissé orphelin. Il a murmuré quelque chose que personne d'autre n'a entendu, sauf peut-être les esprits de ses parents. « Je ne vous blâme pas, je comprends. » Après les funérailles, Marc a rencontré l'inspecteur Mercier pour la première fois. Mercier lui a parlé de l'enquête, de toutes les années passées à chercher ses parents, de comment il n'avait jamais abandonné, même quand le cas était devenu froid. Marc l'a remercié pour sa détermination. Mercier lui a dit que c'était son travail, mais tous deux savaient que c'était plus que cela. Mercier avait été obsédé par ce cas parce qu'il représentait tout ce qui pouvait mal tourner dans la vie, malgré les meilleures intentions de tous. Les semaines suivantes, plusieurs changements ont eu lieu. Le cas a déclenché une nouvelle vague d'attention médiatique, mais cette fois avec plus de compassion et moins de sensationnalisme. Les journalistes se sont concentrés sur les défaillances systémiques qui avaient permis cette tragédie. Les pratiques d'adoption laxistes des années 1960, le manque de bases de données centralisées, le secret maintenu par certains parents adoptifs. Le gouvernement français a annoncé de nouvelles réformes pour renforcer les registres d'adoption et créer une base de données nationale pour prévenir de futures situations similaires. Ces réformes ont été surnommées les lois Marie-Claire par les médias, un hommage ironique à la jeune femme dont la mort avait finalement catalysé le changement. Marc a décidé de partager publiquement son histoire. En octobre 1999, il a donné une interview à un grand journal national. Il a parlé de sa vie, de ses luttes avec ses handicaps physiques, de comment il avait appris son histoire au fil des ans. Il a exprimé son pardon envers ses parents et son espoir que leur tragédie serve d'avertissement et d'inspiration pour améliorer le système. L'interview a touché des milliers de personnes. Marc a reçu des lettres de soutien de toute la France et même de l'étranger. Certaines venaient d'autres personnes adoptées qui craignaient de vivre une situation similaire.
D'autres venaient de gens qui avaient été touchés par sa force et sa maturité face à une histoire si difficile. Marc a réalisé que peut-être, d'une certaine façon, il pouvait donner un sens à la tragédie de ses parents en utilisant leur histoire pour aider les autres. Jacqueline Fontaine est décédée en janvier 2000, seulement 4 mois après les funérailles de sa fille. Certains disaient qu'elle avait finalement eu la permission de partir, maintenant qu'elle savait où était Marie-Claire. À ses funérailles, Marc a été présent et a parlé de sa grand-mère adoptive avec affection, reconnaissant qu'elle aussi avait été une victime des circonstances, essayant de faire de son mieux dans une situation impossible. Michel Laurent a survécu jusqu'en 2003, atteignant l'âge de 77 ans. Dans ces dernières années, elle a développé une relation étroite avec Marc, son petit-fils. Elle lui racontait des histoires sur Antoine enfant, des souvenirs heureux avant que tout ne s'effondre. Marc chérissait ces histoires, car elles lui donnaient une image de son père comme une personne réelle, pas seulement comme la victime tragique d'une histoire impossible. Le docteur Beaumont a pris sa retraite complète en 2000 et a passé ses dernières années à faire du bénévolat dans des cliniques pour les familles défavorisées. Il est décédé en 2007, à l'âge de 79 ans. Dans son testament, il avait laissé une somme d'argent à Marc pour ses soins médicaux futurs. C'était sa façon de demander pardon, même si, rationnellement, il savait qu'il n'avait rien à se faire pardonner. L'inspecteur Mercier est devenu un mentor pour Marc, l'aidant à naviguer dans les complexités de la vie administrative et légale. Mercier trouvait une forme de rédemption dans cette relation. Il n'avait pas pu sauver Marie-Claire et Antoine, mais peut-être qu'il pouvait aider leur fils. Mercier est décédé en 2011 à l'âge de 72 ans, et Marc était présent à ses funérailles, pleurant pour l'homme qui avait été plus qu'un enquêteur, qui était devenu presque une figure paternelle. Marc a poursuivi sa vie avec détermination. Malgré ses handicaps physiques, il a trouvé du travail dans une bibliothèque municipale, à Dijon. Un emploi qui lui convenait parfaitement, car il avait toujours aimé lire. En 2005, à l'âge de 24 ans, il a rencontré Sophie, une jeune femme qui travaillait dans la même bibliothèque. Sophie connaissait son histoire. Tout le monde à Dijon connaissait l'histoire de Marie-Claire et Antoine. Mais elle voyait Marc pour qui il était, pas juste comme le produit d'une tragédie. Ils se sont mariés en 2007, dans une cérémonie simple mais émouvante. Marc et Sophie ont décidé de ne pas avoir d'enfants biologiques, par précaution et par choix personnel. Mais ils ont adopté 2 enfants en 2010 et 2013. Marc était déterminé à donner à ses enfants l'amour et la stabilité qu'ils n'avaient jamais eus. Et il s'est assuré que ses enfants connaissaient toujours leur origine, qu'il n'y aurait jamais de secret qui pourrait revenir les hanter. La vieille propriété viticole à Savigny-les-Beaunes n'a jamais été développée. Après la découverte des corps, les plans de construction ont été abandonnés. La propriété a été rachetée par une association de préservation historique qui l'a transformée en un petit parc commémoratif. La chapelle, où Marie-Claire et Antoine ont passé leurs derniers moments, a été restaurée et est maintenant un lieu de réflexion sur les tragédies causées par les secrets familiaux et les défaillances systémiques. Une plaque a été installée à l'entrée de la chapelle avec une inscription « À la mémoire de tous ceux dont les vies ont été détruites par des secrets qui n'auraient jamais dû exister, que leur histoire nous rappelle l'importance de la vérité, de la transparence et de la compassion. » Chaque année, le 23 mars, Marc visite cet endroit pour déposer des fleurs et se recueillir. C'est devenu son rituel personnel, sa façon d'honorer ses parents et de se souvenir que de la tragédie peut naître la sagesse. L'histoire de Marie-Claire et Antoine est devenue un cas d'étude dans les écoles de médecine, de travail social et de droit en France. Elle est utilisée pour illustrer l'importance des dossiers médicaux complets, des pratiques d'adoption transparentes et des considérations éthiques dans la révélation de vérités difficiles. Des générations d'étudiants ont débattu de ce que le docteur Beaumont aurait dû faire. S'il y avait une meilleure façon de révéler la vérité, si le système aurait pu empêcher cette tragédie de se produire.
Mais peut-être que la leçon la plus importante n'est pas dans les détails procéduraux ou légaux. La vraie leçon est dans la fragilité de la vie humaine, dans la façon dont des décisions prises avec de bonnes intentions, il y a des décennies, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Marcel et Simone Gauthier, lorsqu'ils ont donné leurs jumeaux en adoption en 1962, pensaient leur offrir une meilleure vie. Les parents adoptifs, en cachant ou en ne connaissant pas toute la vérité, pensaient protéger leurs enfants. Le système d'adoption, avec ses lacunes, essayait simplement de trouver des foyers pour des enfants dans le besoin. Personne n'était vraiment un méchant dans cette histoire. C'était une tragédie, au sens le plus classique du terme. De bonnes personnes prises dans des circonstances impossibles, faisant des choix qui semblaient raisonnables à l'époque, mais qui ont conduit à des conséquences terribles. Marie-Claire et Antoine étaient deux innocents qui sont tombés amoureux, sans savoir qu'ils violaient l'un des tabous les plus profonds de la société humaine. Et quand ils l'ont découvert, ils n'ont pas pu supporter le poids de cette connaissance. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après la découverte de leur corps, leur histoire reste un rappel poignant. Dans un monde où les secrets familiaux peuvent être cachés pendant des générations, où les erreurs administratives peuvent avoir des conséquences monumentales, où l'amour peut naître dans les circonstances les plus impossibles, leur tragédie nous enseigne la nécessité de la transparence, de la compassion et de la vigilance systémique. Marc, maintenant dans la quarantaine, continue à vivre à Dijon avec sa famille. Il porte toujours les cicatrices physiques de sa naissance, mais il a appris à vivre avec elles avec grâce et dignité. Quand ses enfants lui demandent pourquoi il est différent, pourquoi son histoire est si inhabituelle, il leur dit la vérité adaptée à leur âge. Il leur explique que parfois, la vie nous donne des défis que nous n'avons pas choisis, mais que ce qui compte, c'est comment nous répondons à ces défis. Il leur parle de ses parents, non pas comme des figures de scandale, mais comme 2 personnes qui s'aimaient profondément et qui ont été brisées par une vérité impossible. Il veut que ses enfants comprennent que l'amour de Marie-Claire et Antoine était réel, même s'il était tragiquement inapproprié. Il veut qu'ils apprennent la compassion pour ceux qui font face à des situations impossibles, la compréhension que la vie n'est pas toujours noire ou blanche, et l'importance de toujours rechercher la vérité, même quand elle est difficile. La tombe où reposent Marie-Claire et Antoine reçoit encore des visites régulières. Certains viennent par curiosité morbide, attirés par l'histoire sensationnelle. Mais d'autres viennent avec respect, déposant des fleurs, priant pour leurs âmes, ou simplement réfléchissant à la fragilité de la vie humaine. La pierre tombale, maintenant patinée par plus de 20 ans d'intempéries, reste un témoignage silencieux d'un amour qui n'aurait jamais dû exister, mais qui était néanmoins réel et profond. Et dans la chapelle restaurée à Savigny-les-Beaunes, quand le soleil de fin d'après-midi filtre à travers les vitraux réparés, il est facile d'imaginer 2 jeunes gens s'allongeant ensemble une dernière fois, se tenant la main, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre même face à la fin. C'est une image à la fois tragique et étrangement paisible, un rappel que même dans les moments les plus sombres, les êtres humains cherchent la connexion, l'amour et la compréhension. L'histoire de Marie-Claire Fontaine et Antoine Laurent reste l'une des tragédies les plus poignantes de l'histoire récente française. Ce n'est pas une histoire de méchants ou de héros, mais d'êtres humains imparfaits naviguant dans un monde imparfait. C'est une histoire d'amour et de perte, de secrets et de révélations, de désespoir et, finalement, d'une forme étrange de rédemption à travers la mémoire et l'apprentissage. Leurs noms sont maintenant gravés non seulement dans la pierre de leur tombe, mais dans l'histoire des réformes sociales en France. Les lois Marie-Claire ont empêché d'autres tragédies similaires, garantissant que les futurs enfants adoptés auront accès à leurs informations biologiques si nécessaires, et que les bases de données seront assez sophistiquées pour prévenir les situations incestueuses involontaires. Dans ce sens, la mort de Marie-Claire et Antoine n'a pas été complètement vaine. Leur tragédie a sauvé d'autres d'un sort similaire. Ce cas nous montre comment les secrets, même ceux gardés avec les meilleures intentions, peuvent avoir des conséquences dévastatrices qui se répercutent à travers des générations entières.
L'histoire de Marie-Claire et Antoine nous rappelle que la transparence et la vérité, bien que parfois douloureuses, sont essentielles pour éviter des tragédies impossibles. Qu'en pensez-vous? Les parents adoptifs auraient-ils dû tout révéler dès le début? Le système d'adoption était-il le véritable coupable? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché et que vous appréciez ce type d'investigation approfondie sur des cas réels et complexes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Laissez un like si cette histoire vous a ému et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces récits bouleversants qui nous font réfléchir sur la nature humaine et les fragilités de nos systèmes sociaux.